Voici quelques conseils et rappels afin de préparer l'épreuve de spécialité maths au bac S. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que cette leçon ne se substitue absolument pas au travail qu'il faut mener tout au long de l'année, de manière régulière, pour pouvoir assimiler toutes les connaissances et avoir les compétences qui sont vues en spécialité. Il y a également le travail des démonstrations du cours, même si certaines démonstrations ne sont pas exigibles, pour les mettre en œuvre, il faut utiliser des outils qui seront très importants pour l'épreuve, mais également pour la suite dans le supérieur. Voilà, donc cette leçon se veut plus comme un complément à tout le travail que vous avez mené et que vous devrez peut-être encore mener jusqu'aux écrits pour être prêt le mieux possible. Alors, tout d'abord un aspect, quelque chose d'assez général. L'exercice de spécialité, c'est un exercice de mathématiques, donc c'est un exercice qui se rédige, ce n'est pas une succession de calculs. Alors pour cela, trois éléments. Tout d'abord la justification. Quand on raisonne, quand on a une démarche, elle doit apparaître clairement sur la copie. Il faut bien expliquer tout ce que l'on met en pratique, tout ce que l'on met en œuvre. Parfois dans les exercices de spécialité, certaines parties sont admises, mais à ce moment-là, c'est précisé dans l'énoncé, sinon il faut tout bien justifier. On reviendra sur la justification quand on abordera la question plus particulièrement du raisonnement par récurrence, que l'on peut rencontrer aussi bien en arithmétique qu'en calcul matriciel. Alors il faudra faire également attention à l'utilisation des symboles mathématiques. On a parfois des confusions, notamment entre le symbole d'égalité, le symbole d'équivalence. Le symbole d'appartenance est parfois mal utilisé. Donc on verra sur des exemples comment éviter ce genre de problème. Et puis pensez toujours à bien mettre vos résultats en évidence, souligner ou encadrer les réponses, mais aérez bien votre présentation pour qu'on puisse bien suivre votre raisonnement. Voilà, trois éléments importants qui concernent la rédaction de la copie. Bon, l'exercice de spécialité étant généralement sur 5 points, il faut donc y consacrer à peu près 1 heure du temps global de l'épreuve. Alors si maintenant on s'arrête sur les différentes parties, alors notamment en arithmétique, alors il y a un élément tout à fait essentiel qu'il faut donner, c'est le lien entre congruence et divisibilité. Alors notamment en passant par le théorème qui était démontré en cours, cette équivalence, A et B deux entiers, N un entier naturel, A est congru à B modulo M, équivaut à N divise à moins B. Alors en fait, très souvent, on est amené à utiliser le passage de l'une à l'autre. Par exemple, parfois on a des raisonnements de divisibilité que l'on va traiter par disjonction des cas, et on va passer par des congruences parce que ça va limiter le nombre de cas à étudier. On verra tout à l'heure un exemple précis. Et puis parfois, on a des raisonnements uniquement faits en congruence, et parfois il faut repasser à la divisibilité parce que on ne peut pas diviser. La division n'est pas une opération qui passe avec les congruences. On peut multiplier, on peut additionner, mais on ne peut pas diviser. Donc parfois il faut repasser par la divisibilité et ensuite traduire cette divisibilité. N divisé à moins B, c'est équivalent à dire qu'il existe un cas dans Z tel que A moins B égale NK. Alors il y a 2 cas particuliers qu'il faut connaître, qui sont parfois très utiles dans les exercices. C'est le cas où x est congru à 0 modulo 2, c'est-à-dire on est dans le cas ici d'un nombre qui est pair, puisque ça signifie que le reste dans la division euclidienne par 2 fait 0. Et ici, donc, x est congru à 1 modulo 2, on est dans le cas maintenant d'un nombre impair. Donc c'est parfois très utile de passer par cette caractérisation
de la parité pour pouvoir faire des raisonnements. Alors, par exemple, cette année, à la session 2015, je crois que c'est en Polynésie, il y a un sujet dans lequel on faisait donc étudier les triplets pythagoriciens, hein, c'est-à-dire on a trois nombres x, y, z et on a x carré plus y carré qui est égal à z carré. Et en fait, une des premières questions était de montrer que les trois ne peuvent pas être impairs. Alors pour démontrer ça, on fait un raisonnement par l'absurde. On suppose que x est impair, c'est-à-dire que x est congru à 1 modulo 2. De même, on a y qui est impair, donc y est congru aussi à 1 modulo 2. Et donc, quand on passe au carré, x carré congru à 1 modulo 2, y carré congru à 1 modulo 2, ce qui fait que quand on passe à x carré plus y carré, eh bien c'est cette somme est congrue à 0 modulo 2, puisque ça fait 2. Et z était comme les deux autres, il était congru à 1 modulo 2. Donc on a une contradiction, hein, ici, on a une contradiction, donc c'est que ce qu'on a supposé initialement n'était pas bon, hein, c'est typiquement un raisonnement classique que l'on utilise quand même assez fréquemment en arithmétique, le raisonnement par l'absurde, donc finalement les trois ne peuvent pas être impairs. Alors, en ce qui concerne l'arithmétique, il y a la notion de divisibilité qui est importante, et on a dit tout à l'heure, mais notamment un résultat important, si D divise A et D divise B, alors D divise toute combinaison linéaire à coefficient entier, ça c'est très important, il ne faut pas oublier ça, de A et de B. C'est un résultat qu'on utilise très fréquemment. Alors parfois dans les exercices, on va se débrouiller pour prendre des coefficients U et V qui vont nous permettre de compenser, de supprimer certains termes, notamment quand il y a du N dedans, on s'arrange pour supprimer les N. Alors, pour avoir des exemples, il y a un certain nombre d'exercices sur le sujet. Alors, à partir du moment où on parle de divisibilité et de division, il y a la division euclidienne. Alors la division euclidienne, il y a quelque chose de très important, c'est surtout cette double inégalité, à savoir que bon, j'ai deux entiers A et B, donc la division euclidienne me donne l'existence d'un couple QR, donc Q quotient R reste, qui vérifie cette double inégalité. Donc il existe un unique couple QR vérifiant ça. Alors on va voir que en fait, ici, le fait qu'il n'y ait pas égalité ici, c'est un élément qui va nous permettre d'apporter la conclusion à certains raisonnements. Donc à bien retenir. Alors en ce qui concerne les autres outils et les autres éléments importants que l'on va voir pour l'arithmétique, il y a bien sûr la résolution des équations diophantiennes. Alors pour ça on a besoin de deux grands théorèmes. Donc d'une part le théorème qu'on appelle le théorème de Bézout. Alors le théorème de Bézout, on le met là, hop, bon on ne voit pas très bien, donc je vais enlever, non, voilà, on va enlever ça, on va enlever, non, c'est celui-là que je veux, voilà, donc on va, décidément, non, voilà. Donc voilà, j'y suis arrivé. Donc le théorème de Bézout, donc on va enlever tout ça. Voilà, donc c'est une équivalence, donc c'est très important. Ici, A et B sont premiers entre eux, donc A et B sont premiers entre eux, donc c'est équivalent à dire qu'il existe UV tel que AU plus BV égale 1. Attention, ici l'existence du couple UV, il n'y a pas un seul couple UV, et très fréquemment dans les exercices, quand on est amené à utiliser le théorème de Bézout, eh bien
soit le couple U et V à trouver est évident, parfois même on demande de vérifier que on donne en fait un couple qui est bon et on demande de vérifier qu'effectivement on a bien l'égalité, ou alors parfois on est amené à faire l'algorithme d'Euclide. Donc on fait l'algorithme d'Euclide et on remonte les restes et à la fin donc on va obtenir U et V. Je en profite pour vous conseiller d'avoir éventuellement dans votre calculatrice d'implémenter un algorithme, enfin l'algorithme d'Euclide. Bon, ça vous permettra de vérifier si ce que vous trouvez est cohérent ou pas. Hein. De toute façon, quand on a trouvé le couple U et V, après il suffit de remplacer et on voit si ça fonctionne. Hein. Une erreur est assez facile à déterminer. Alors quand je disais qu'ici il y a équivalence, attention, si maintenant on a l'existence d'un couple UV tel que AU plus BV égale D, par exemple, avec D qui est différent de 1, eh bien ça ne signifie pas que D est le PGCD de AB. Par contre, si D est le PGCD de AB, alors il existe U et V dans Z carré tel que AU plus BV égale D. Hein. Le seul cas où il y a équivalence, c'est quand le PGCD fait 1. Voilà pour ça. Alors, on a également, pour les équations diophantiennes, on a besoin du théorème de Gauss. Alors le théorème de Gauss, donc on peut le voir de la façon suivante. Donc on a A, ce qu'il me fait. Donc on a A alors on a A et B qui sont premiers entre eux. Attendez, j'ai du mal à écrire, donc on va pas faire comme ça. Hop, voilà. Donc on a A et B qui sont premiers entre eux. Et à ce moment-là, on a l'existence, enfin, et A qui divise BC. Alors, je vais essayer de l'écrire avec la tablette graphique. Donc, c'est quand même pas possible. Comment ça se fait? Alors, j'ai A divise BC. Et j'ai le PGCD de AB qui est égal à 1. Alors, à ce moment-là, A va diviser C. Alors, je suis désolé, c'est pas écrit très bien. Disons que... alors, ce qui est important ici, il faut que le PGCD des deux soit égal à 1. Et à ce moment-là, et A divise BC, à ce moment-là, A divise C. Alors, il faudra penser à ce théorème quand on a, par exemple, une égalité avec un produit à gauche de notre égalité, un produit à droite. Par exemple, quelque chose du genre AK égale BD, par exemple, avec A et B premiers entre eux. Hein, ça nous donne des résultats de divisibilité, et sur la résolution des équations diophantiennes, c'est extrêmement utile. Alors c'est pareil, quand on utilise ce théorème, il faut veiller à l'utiliser correctement. Hein. Alors il y a aussi, on a ce théorème, mais on a également un corollaire, et qui est intéressant. Le corollaire concerne, je vais essayer de le mettre ici. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Alors, donc le corollaire ici du théorème de Gauss, on va considérer un nombre P qui va être un nombre premier. Hein, donc on a P premier
avec P qui divise un produit AB, alors P divise A ou P divise B. Alors en fait, on a en réalité même un résultat qui est encore un petit peu différent. Si P est un nombre premier et que le A et le B sont eux-mêmes des nombres premiers, alors à ce moment-là, on aura P égale A ou P égale B. Alors ces résultats sont des résultats importants à bien connaître et à savoir utiliser. Donc il y a dans les exercices des années précédentes un certain nombre d'exemples où on utilise ce résultat. Alors, ensuite, sur l'arithmétique, bien évidemment, il y a les questions de décomposition d'un entier en produit de nombres premiers. On rappelle que cette décomposition est unique. Donc ici, si on a n qui s'écrit P1, P1 puissance alpha 1, P2 puissance, oh là là, alpha 2, un peu délicat là, voilà, hein. Bon, c'est pas très joli, mais bon, voilà, donc là ce sont des points, c'est un peu difficile à imaginer, donc là, PM puissance alpha M, je sais pas ce qu'il me fait, bon, c'est tout, ah oui, donc ça c'est parce qu'il faut pas, toc. Donc ça, ce sont des produits. Alors je vais un petit peu effacer ici parce que ça ne veut pas dire grand chose. Voilà, on va remettre un beau point. Donc c'est tout un truc. Voilà, donc toc. Voilà, donc si on a n qui s'écrit comme ça, et puis on va prendre un L. Donc ça c'est sa décomposition en puissance de nombres premiers. Les P1, P2, Pm sont des nombres premiers. Alors on sait que cette décomposition est unique, alors à l'ordre des facteurs près. Et si par exemple on a un autre entier, par exemple R, qui s'écrit de la même façon, P1 puissance bêta 1 P2 puissance bêta 2, etc. Oh, encore un, ça se sont là. Jusqu'à, on va considérer PL puissance bêta L. Eh bien, à ce moment-là, donc L et M, ce sont des entiers naturels. Eh bien, cette décomposition, encore une fois, étant unique à l'ordre des facteurs près, eh bien, le PGCD de N et R, ça sera P1 puissance le plus petit des puissances alpha 1, bêta 2, multiplié par P2 à la puissance le minimum de alpha 2, bêta 2, etc., etc. C'est-à-dire qu'on peut exprimer le PGCD comme également, comme c'est un entier, il se décompose en produit de puissance de nombres premiers. Alors, j'en profite pour faire une remarque, notamment en ce qui concerne les tests de primalité. Bon, ça pourrait être pas mal d'avoir aussi un test de primalité sur la calculatrice. Donc là, je vous donne un exemple. Bon, cet exemple, c'est un exemple classique, bon, qui est implémenté sur une Casio Graph 35+. Donc on demande n à l'utilisateur, ensuite on fait une boucle pour. Donc on teste en fait entre les entiers qui sont entre 2 et la partie entière de racine de n, puisque il n'y a pas d'autres diviseurs premiers que ceux qui sont situés ici. Donc on fait un test, il y a une condition si quand on divise on obtient
donc quand on divise n par j, on obtient la partie entière de n divisé par j. C'est qu'à ce moment-là, le nombre n'est pas premier puisqu'on a trouvé des diviseurs. Et évidemment, si donc on descend, et si cette condition n'est jamais remplie, eh bien, c'est que le nombre qu'on avait donné initialement est un nombre premier. Donc voilà un exemple qui peut être facilement implémenté et utilisé sur la Casio Graph 35+. Alors, comme résultat important aussi d'arithmétique, on a le petit théorème de Fermat. Alors, parfois, le petit théorème de Fermat, il est donné dans les énoncés. Donc, on considère A et P. Alors, on va descendre un petit peu. Hein, on considère donc ici, donc A et P, donc P c'est un nombre premier. C'est un nombre premier. Oh, pas terrible ça, voilà. On prend deux nombres, donc on prend A, un entier, donc appartenant à Z, et P est un nombre premier, et A et P sont premiers entre eux. Hein. Alors c'est les conditions que l'on doit remplir pour avoir le résultat qu'on va énoncer après. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Je suis désolé, mais ça n'écrit pas très bien. Le résultat, c'est qu'à ce moment-là, A puissance P-1 sera congru à 1 modulo P. Alors il y a plusieurs sujets de bac qui utilisent ce résultat. Alors il y a ce résultat, donc ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat, et puis il y a aussi le corollaire. Pardon, le corollaire. Alors le corollaire du petit théorème de Fermat, c'est on suppose P premier a un nombre entier, mais qui n'est pas forcément premier avec P. Hein. À ce moment-là, on aurait A puissance P congru à A modulo P. Hein, c'est la différence avec ce qu'on a écrit ici. Bon, alors, évidemment, ça ne suffit pas à pouvoir faire tous les exercices d'arithmétique, ce que j'expliquais au début de cette leçon. En fait, en réalité, il faut bien évidemment s'entraîner vraiment sur les sujets des années précédentes et puis faire les exercices dans les livres. Alors, en ce qui concerne la deuxième partie, c'est-à-dire la partie consacrée aux matrices. Alors, les matrices, donc on va descendre un petit peu. Voilà, comme ça. Alors, je suis descendu un peu trop, donc je remonte. Voilà, toc. Alors, les matrices. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, les coefficients, enfin les relations entre... déjà, bien savoir à quoi correspondent les coefficients, ça c'est très important. Et puis également les opérations, hein. Donc ça c'est très important à bien connaître tout ça. Donc pardon, comment on écrit donc il y a les coefficients et il y a les opérations à vraiment bien maîtriser. Il faut faire attention à une chose, hein, quand on manipule des matrices, c'est que très souvent il n'y a pas... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la question du format. Hein, on ne peut pas multiplier n'importe quelle matrice entre elles. On ne peut pas additionner n'importe quelle matrice entre elles. Et en plus, le produit est non commutatif hein, dans la plupart du temps. Dans la plupart des cas, pardon. Voilà, donc, je mets non commutativité. Non commutativité du produit. Donc ça va avoir des conséquences sur certaines relations. Bon, ça n'écrit pas très bien, mais j'ai pas une grande maîtrise de la tablette graphique. Il va voir que je m'améliore de ce côté-là. Alors, d'autre part, il y a des résultats aussi qui ne sont pas des résultats
habituel, si on compare avec le calcul algébrique classique, c'est que par exemple on peut très bien avoir un produit de matrice qui vaut 0 et avoir chaque matrice différente de 0. Hein. Ça c'est tout à fait possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir bien faire? Question importante, la question de l'inverse. Donc très souvent, on va demander d'inverser une matrice. Alors pour plusieurs raisons. Hein. La première raison, c'est que ça va permettre, on va pouvoir résoudre notamment des systèmes, puisque pour résoudre des systèmes, on fait une traduction matricielle et après on peut effectivement, en passant par l'inverse, trouver les solutions. L'inverse, ça sert également lorsqu'on calcule des puissances de matrice et qu'on a en fait une étape de diagonalisation. Donc très souvent, on doit connaître et déterminer l'inverse de la matrice de passage de la matrice P. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, en fait, il faut bien distinguer deux cas. Le cas des matrices de 2 parce que, et des autres, hein, parce que les matrices de 2, tout ce qui est inverse, déterminant, etc., c'est exigible. Hein. Donc ici, sur les matrices de 2, donc si M est une matrice, donc avec A ici, B, C et D, eh bien on calcule le déterminant. Le déterminant de M, c'est donc égal à AD moins BC. Et si ce déterminant est différent de 0, M est inversible. Et à ce moment-là, s'il est différent de 0, donc M est inversible, et on peut expliciter la matrice inverse. Alors la matrice inverse, en expression, ça sera 1 sur déterminant de M. Et alors, on permute les éléments diagonaux, donc ça donne ça, et on change le signe des éléments antidiagonaux. Donc ça fait moins C, moins B. Voilà, bon, c'est pas très bien écrit, mais enfin c'est ça. Alors, donc on peut demander dans les sujets de montrer qu'une matrice est inversible. On peut demander également de prouver, de calculer plus exactement l'inverse, ce qu'on a fait ici. Pour une matrice 3-3, pour les matrices 3-3, là, on va plutôt utiliser la calculatrice. On ne peut pas exiger le calcul de déterminant de matrice 3-3 n'est pas au programme. Et donc très souvent, quand on demande de démontrer que c'est inversible, on demande de calculer le de déterminer l'inverse à la calculatrice. Hein, donc il faut bien maîtriser ça sur sa calculatrice. Dans certains calculs, il faut penser à faire intervenir la matrice identité. Alors la matrice identité, j'ai donné un exemple pour illustrer mon propos, mais par exemple, donc par exemple, si on a un calcul où on est obligé finalement de factoriser, donc si vous avez quelque chose comme ça, attendez, je vais essayer de l'écrire correctement. A carré moins 3A par exemple. Donc si vous voulez le factoriser, donc vous allez mettre A devant, mais quand vous allez sortir A ici, il faut bien penser à remettre la matrice identité, puisque voilà, sinon ça n'irait pas. On doit avoir, donc il faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on a dans certains calculs, certains ont tendance à l'oublier. Alors, pour déterminer l'inverse d'une matrice, je repense à ce que je disais tout à l'heure. Alors, si on a une matrice, par exemple 3-3, parfois on nous fait déterminer une relation et on nous demande de démontrer que la matrice est inversible et on demande de déterminer son inverse. Alors en fait, il suffit de trouver
une matrice B telle que, en fait, A fois B égale identité. C'est-à-dire, par exemple, ici, si jamais on arrive à démontrer, si par exemple cette relation est égale à, je ne sais pas, à 5i, et qu'ici, donc, si cette relation-là est égale à 5i, et ici on va mettre a en facteur, donc on mettra 1/5 devant cette matrice-là, et cette matrice-là sera donc l'inverse de celle-là, puisqu'ici on aura l'identité. Hein, donc c'est une manière, mais alors il suffit vraiment de trouver une matrice B qui vérifie cette égalité, et c'est bon, il n'y a pas besoin de vérifier dans l'autre sens. Alors les matrices, on les utilise donc pour la résolution matricielle du système. Donc par exemple, on peut chercher l'intersection de plans dans l'espace. On peut également déterminer, donc faire du calcul de puissance de matrice, hein, donc ça c'est un point important. Je vais descendre un petit peu. Voilà, donc par exemple ici, on peut faire des puissances de matrice. Alors, les puissances de matrice, c'est souvent un peu la même, le même schéma à chaque fois, c'est-à-dire que on va, décidément, c'est pas facile, hein, on va procéder à ce qu'on appelle une diagonalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on a une matrice A, bon, par exemple une matrice 3, 3, et on va donner une matrice P, qu'on appellera c'est la matrice de passage, mais enfin on ne justifie pas la détermination de cette matrice, et donc on va faire un calcul, puis on va obtenir une matrice qui sera diagonale. Alors très souvent, on va nous demander de calculer en fait d puissance n, c'est-à-dire de montrer que finalement d puissance n, c'est on prend les éléments diagonaux de la matrice D, on les met à la puissance n, et partout on a des zéros. Alors parfois l'énoncé va nous dire effectivement on admet que c'est ça, et si on n'admet pas, eh bien il faut le prouver par récurrence. Hein, ça c'est une démonstration qui se fait très très bien par récurrence. Hein, il y a deux démonstrations, on va dire classiques dans les exercices. Excusez-moi, c'est pas terrible. Il y a deux démonstrations classiques dans les exercices sur les matrices. Dans ce type d'exercice, et celui-là, c'est-à-dire où on démontre que d puissance n, il suffit de mettre les éléments diagonaux à la puissance n, et il y a également, quand on a l'expression de la matrice de départ en fonction de P et de la matrice diagonale et de la matrice inverse de la matrice P, eh bien on a à démontrer que A puissance n, hein, c'est souvent comme ça, on a A qui est égal à P D P-1, et on nous demande d'en déduire l'expression de A puissance n. Et en fait, A puissance n, alors on démontre aussi par récurrence que c'est D, P, D puissance n, P-1. Alors ces récurrences-là, hein, que ce soit celle-là pour les éléments diagonaux de D puissance n, ou que ce soit celle-là pour montrer cette relation, sont des récurrences qui passent très bien. Alors il faut le faire proprement, hein, donc bien faire, d'abord l'initialisation, ensuite l'hérédité. Bon, ensuite, quand on a parlé de ça, très souvent on a la question des suites de matrices colonnes. Alors on part de situations très souvent de probabilité conditionnelle, donc il ne faut pas hésiter à utiliser des arbres, et on aboutit donc assez rapidement à ce qu'on appelle, alors on va mettre ça là, on aboutit à ce qu'on appelle des suites imbriquées, hein, c'est-à-dire on va avoir deux suites très souvent, ou trois, qui s'expriment l'une en fonction de l'autre. Alors le but de l'exercice, la plupart du temps, finalement, ça va être d'étudier, lui il a un peu disparu là, ça va être d'étudier
d'exprimer chaque terme d'ordre n pour chaque suite en fonction de n et d'étudier souvent la limite, le comportement à l'infini. Alors, il y a un schéma particulier à connaître, mais ça dans les exercices c'est souvent un schéma très classique. Donc le schéma général est le suivant. Alors, pénible ça. Donc on commence dans l'énoncé, on vous dit que un plus 1 c'est égal à ce moment-là M, donc une certaine matrice M fois UN c'est pas facile, voilà, plus B. Donc B étant une matrice colonne, M étant la matrice souvent qu'il faut déterminer dans l'énoncé. Alors, pour mener à bien la suite de l'étude, on va montrer que I-M est inversible. Et si I-M est inversible, en fait, on va voir que on a l'existence d'un unique point fixe, ici, donc d'une matrice colonne C, qui vérifie C égale MC plus B, sachant que C, en fait, c'est égal à, justement, comme I-M est inversible, c'est égal à I-M, ça se démontre bien, moins 1, multiplié par la matrice B. Voilà. Donc, on va avoir le point fixe. On va donc construire, à partir de là, la suite auxiliaire Vn qui sera égale à Un moins C. Donc on va avoir Vn égale Un moins C et on va donc montrer, donc tout ça on va pouvoir le montrer. Alors on va montrer que Vn plus 1 c'est égal à MVN. Alors ça se démontre, c'est simplement en détaillant le calcul. Donc on démontre que Vn plus 1 est égal à MVN. Et on démontre par récurrence que Vn est égal à M puissance n V0. Alors V0, les conditions sont données puisque c'est U0 moins C, donc comme C on l'a eu précédemment, U0 on l'a généralement dans l'énoncé, donc du coup V0 on l'a. M puissance n, donc c'est là que intervient la puissance m de la puissance n de la matrice M. Il faut donc calculer M puissance n. Alors là donc on va mettre en place quelque chose. Alors généralement c'est une diagonalisation, c'est-à-dire qu'on va écrire M puissance n comme P d puissance n P moins 1, et puis donc on va pouvoir exprimer M puissance n, et puis ensuite par produit on trouvera Vn. Et comme on a Vn, nous ce qu'on veut, ce qui nous intéresse c'est Un, puisque c'était la matrice qu'on avait initialement dans notre problème, et bien Un, ça sera donc M puissance n que multiplie donc ici U0. Donc V0 c'est U0 moins C, donc U0 moins C. Donc ça c'est pour V0. Et comme Vn c'est Un moins C, donc Un c'est Vn plus C. Donc il faut rajouter C ici. Alors en fait, je vous donne le schéma général, même si dans les exercices, très souvent, il y a une partie qui est donnée, qui est admise. Mais c'est bien d'avoir le schéma général pour voir un petit peu où on nous emmène. Donc voilà un petit peu pour les choses. Très souvent, ensuite, on fait étudier les limites. C'est-à-dire que UN, on va écrire la matrice. Alors si c'est une matrice à deux lignes, donc une seule colonne de lignes, et bien avec AN, BN, on va étudier les limites de ces différentes suites, ce qui va permettre d'aborder la question du comportement à l'infini, et notamment si on est dans le cadre de marche aléatoire, on va pouvoir étudier le comportement asymptotique.
Voilà, donc ensuite après, il convient d'étudier un petit peu plus en détail justement les graphes probabilistes, les marches aléatoires, mais à chaque fois, très souvent, pardon, on se ramène finalement à ce genre d'étude, c'est-à-dire l'étude de suite de matrices colonnes. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Voilà.